Déborah, bonjour. Bonjour Hélène. Alors c'est l'heure de ta cuisine, la cuisine de Déborah. Voilà. Alors je vois que tu as invité un charmant chef Oui, franco-israélien. Franco-israélien, ça tombe bien. Nous sommes dans la période des fêtes. Nous invitons donc Yariv Berebi, qui est déjà connu un petit peu sur les ondes, voilà, bon. et qui va nous proposer. D'abord avec lui, on va parler de ses restaurants, voilà. De ce qu'il y fait en tant qu'Israélien installé à Paris, voilà, et qui a un parcours absolument extraordinaire. Bon, il est passé par une grande, voilà, il va nous raconter tout ça, et ensuite va nous donner une recette très très emblématique de Kippour. D'accord. Après, tourne autour de quoi? Après. Oui. Autour voilà. du poulet, non? Oui, autour du poulet. Symbole de cette fête. C'est quand même le plat symbolique en Israël aussi. Oui. Je crois qu'on fait du poulet à toutes les sauces. Absolument. Et voilà. Et voilà. Yariv, bonjour. Shalom. Shalom, bonjour. Bonjour Yariv. Alors, on va demander à Yariv d'abord le nom de ses restaurants. Hein? Oui. Alors, quels sont ces restaurants? Où ils sont? Adresse, nom et téléphone. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà. Oui. Alors, bonjour encore Déborah. Bonjour, Yariv. Donc, les deux restaurants que j'ai s'appellent Salatim et Mahafim. Donc, Salatim est le plus ancien, l'aîné un petit peu. Les deux restaurants sont dans le 2e arrondissement, dans le Sentier. Salatim est un restaurant israélien, cantine israélienne, ce que j'appelle. En hébreu, on dit Misedet Poalim, donc le restaurant des ouvriers. Ouais. Et Mahafim reste un peu comme son nom l'indique, une mahafia, donc une sorte de boulangerie israélienne, où on retrouve bien sûr des plats un peu plus élaborés autour du poisson, autour des légumes. Et les deux se trouvent un côté de l'autre, 5 rue des Forges pour Mahafim et 15 rue des Jeuneurs pour Salatim. Voilà, donc vous savez un peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on y mange exactement comme plat typique, par exemple? La fois dernière, il était venu avec le menu, mais carrément. Bon, il arrive à l'avoir un peu en tête, bien sûr. Non, c'est lui le chef. Alors, on a beaucoup évolué. Enfin, Salatim reste un peu le restaurant incontournable pour manger des très bons schnitzel. D'ailleurs, je fais un gros coucou à ma maman pour lui remercier pour cette recette. C'est la recette de ma maman. On fait d'autres plats, bien sûr. On fait les boulettes de Shabbat que j'ai eu l'habitude de manger chez ma grand-mère tous les vendredis. On fait des plats plus variés, plus modernes, avec du poisson, avec du za'atar. On va avoir du poulet rôti à la mélasse de date. Voilà, pas mal de choses. Et toujours les salatim, donc les salades qui accompagnent tous ces plats. C'est la kémia, en fait. Oui, exactement. Dans le jargon de Tunisie. Oui. D'accord. Alors ça, il y a kémia, slatin, meshouya, tout ça. Alors oui, un peu plus, voilà, on va aussi aller sur le côté israélien moderne, c'est-à-dire tous les légumes grillés, les légumes rôtis, le chou-fleur, l'aubergine, la patate douce. Ça donne envie d'y aller. Et on va rajouter un peu ce côté un peu plus healthy, parce qu'on se rappelle quand même en Israël, on mange très bien, mais aussi beaucoup plus équilibré qu'il y a 10 ans. Donc on va rajouter aussi des graines, des accompagnements, des féculents, donc des choses qui tiennent un petit peu aussi pour le midi, pour que les gens puissent... Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un brunch le dimanche. Le dimanche, on organise un petit brunch avec une spécialité yéménite qui s'appelle le jarnoun, que peu de gens connaissent en France. Hélène, tu connais? Eh bien non. Eh ben voilà. Alors, en fait, c'est un feuilleté yéménite, donc une pâte feuilletée qu'on fait cuire pendant à peu près 12 heures. Tout est fait à la main, donc c'est quand même un travail assez complexe. Et en fait, c'est le petit déjeuner du samedi matin à la base, parce qu'on met ça sur la plata et on mange ça avec un œuf dur et de la tomate. Ah d'accord. Voilà, c'est un peu comme les borekas chez nous, chez les Turcs. Voilà, c'est un peu comme borekas, mais c'est beaucoup moins, on va dire, friable. C'est plus vraiment compact et voilà. C'est compact, oui, c'est vrai. Et l'autre, mais c'est très bon. Et l'autre restaurant, c'est Halavi alors, voilà, c'est exactement. Mafia, ouais. Exactement, Mahafim reste un peu le restaurant Halavi. J'aime pas la connotation du mot Halavi parce qu'on a tous tendance à penser à un restaurant où on mange que du fromage, des plats fromagés. Là, c'est plutôt axé sur le poisson, donc tout ce qui est poisson mariné, on va avoir des beaux poissons de saison marinés avec des vinaigres faits par nos soins. On va manger beaucoup de légumes, encore plus de légumes que chez Salatim, du coup. Et c'est un menu du marché qui va changer tous les jours, en fait. On va avoir 2-3 plats, 2-3 entrées qui vont changer. On est spécialiste, je pense. On a
depuis le déconfinement, on a fait une superbe recette de falafel. Donc, pour tous ceux qui sont fans, on fait notre pita maison avec nos falafel maison. Des fans de falafel, on en entend, on en voit de plus en plus. Hein. Voilà. Vraiment donc, de plus en plus. Avec toute objectivité, ils sont excellents. Alors moi j'ai une question à poser quand même à Yariv. Est-ce que la clientèle qui vient est forcément des gens de la communauté ou est-ce que il y a d'autres personnes qui viennent, qui apprécient Déborah, il y a J'aurais quelque chose à dire après. Il y a plus d'abord répondre, moi je vais le dire. De Français qui viennent. Enfin, mais bien sûr, ils sont très attirés. Voilà. Alors si je peux me permettre, je vais précéder Yariv au cours d'une émission qu'on avait fait avec lui. Non, pas avec lui justement, avec Christophe Adam, l'éclair de génie. On a parlé de restaurants comme ça israéliens, de ce qu'il a appelé lui la gastronomie israélienne, ce qui est très bien dans la bouche d'un grand comme lui. Et en sortant du studio, il m'a dit tout de suite, il me faut l'adresse, je veux y aller. Je me suis précipitée sur le téléphone, j'ai appelé Yariv et il y est allé. Il est venu. Donc voilà, ça attire même des chefs. Voilà. Alors, je pense que les deux restaurants, en fait, ont l'état d'esprit israélien, c'est-à-dire tout d'abord la mixité. On sait qu'il y a un essor énorme de tourisme, avant Covid bien sûr, en Israël, et les gens apprécient et découvrent Israël culturellement parlant, dont la gastronomie israélienne. Et Salatim et Mafim représentent ça en fait. Donc en fait, on va nourrir tout le monde. Tous les gens vont venir, bien sûr, les gens qui connaissent bien plus la cuisine israélienne, qui ont fréquenté Israël depuis longtemps, viennent bien sûr de la communauté. Donc forcément, c'est des gens aussi du quartier, parce que le Sentier reste comme un quartier avec une forte communauté encore, des anciens comme je les appelle, qui sont toujours dans le tissu. Donc c'est notre première clientèle. Ensuite, on a tous les start-upers, les jeunes. Donc il y a déjà un choc de génération. Justement. Donc le Sentier reste aussi une belle pépinière de start-up en France. Et du coup, ces jeunes-là viennent manger chez Salatim et chez Mafim. Et ensuite, le soir, on commence à développer une clientèle un peu plus vaste entre les touristes qui viennent quand même un peu plus d'Europe en ce moment découvrir nos restaurants. Et on va dire, malgré l'activité qui est un peu en vague en ce moment, tente et affronte un petit peu tout ça pour venir découvrir nos terrasses. Alors, est-ce qu'il y a un plat phare chez l'un et l'autre restaurant, un plat plus apprécié? Moi, j'allais lui demander quelle sorte de pain on faisait chez Mafim. Quelle sorte de pain? Alors, chez Mafim, on fait tous les sortes de pains, typiquement juifs, israéliens, donc la challah, pita, on fait les bourrekas. Pita au za'atar ou pita les deux. On fait même pita harissa. Enfin, on essaie d'innover aussi. Là. Oui, il y en a pour tous les goûts. Voilà. En sucré, on a bien sûr la babka, la fameuse babka de Salatim. On a aussi la recette de harissa que tu m'as donnée, qui est exceptionnelle. Elle était bonne. Non, et on va dire par qui elle a été reprise. Elle continue à être reprise. Oui, par des chefs en France. Donc, si on a 5 minutes, on la redonne rapidement. Allez. Mais les plats phares, je veux dire, pour ceux qui veulent découvrir, il faut venir tous les mercredis. Donc aujourd'hui, c'est pour Salatim, ça sera les schnitzels, d'accord, qu'on fait uniquement les mercredis. Ah bon. Alors, donc voilà, les enfants, attention, c'est extrêmement addictif. Et chez Mafim, vraiment, on a ouvert assez récemment, c'est-à-dire on était 3 mois avant le Covid, donc du coup on a à peu près 6 mois d'existence. Donc du coup là je veux dire les falafels parce que c'est un peu la recette, la nouvelle recette qu'on a mis au point, mais après tous les jours on a des très beaux poissons, des très beaux légumes, donc voilà, j'invite tout le monde à venir découvrir aussi Mafim. Allez, on les invite aussi. Allez, on redonne les adresses. Alors voilà, Salatim c'est au 15 rue des Jeuneurs dans le 2e arrondissement, d'accord, métro Sentier ou Grand Boulevard, et Mafim c'est au 5 rue des Forges, pareil, Réaumur Sébastopol, c'est vraiment à côté, loin. Ça, c'est tous les endroits à Branchouille, il y a tous les jeunes qui vont et tout ça. Alors, on peut demander à Yariv son itinéraire. Déborah, tu as dit qu'il avait un itinéraire parcours professionnel, enfin celui qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Un parcours brillant. On commence par l'école Ferrandi. Alors, elle n'est pas des moindres. On vient du monde entier pour cette école, voilà, où on se forme. Et puis
Alors, je suis venu il y a 15 ans en France pour apprendre la restauration, et c'est vrai que Ferrandi c'est fait un peu par hasard. Avant, je connaissais pas trop le monde de la gastronomie parisien, et c'est vrai que cette école m'a ouvert énormément de portes. D'ailleurs, que j'embrasse aussi parce que elle m'est chère au cœur, parce que c'est vraiment une école qui m'a formé énormément. J'ai fait donc mes classes, mon apprentissage chez William Ledeuil au The Kitchen Gallery, qui est un restaurant d'une étoile Michelin. Ah oui. Ensuite, j'ai travaillé chez Alain Sanderins, qui était Place de la Madeleine, voilà, qui est pas très très loin d'ici, notre radio. Place de la Madeleine, donc pareil, qui était un restaurant 2 étoiles. Et ensuite, j'ai fait le Meurice avec Yannick Aleno à l'époque, qui était un restaurant 3 étoiles. Et je crois que quand on sort de chez Yannick Aleno, tout paraît simple après. Il a une telle exigence, une rigueur dans le travail. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler par quelqu'un qui le connaît très très bien. Donc on dit que quand on sort de chez lui, on est capable d'avoir 2 restaurants. La gastronomie en général française apprend énormément la rigueur, et je pense qu'après l'armée en Israël, c'est quelque chose vraiment en plus, complémentaire. Voilà. Et Yariv, maintenant c'est un peu compliqué dans nos temps troubles. Vous n'avez pas eu envie d'ouvrir un restaurant en Israël, à Tel Aviv par exemple? Alors c'était toujours compliqué, dans le sens... il y avait toujours cette question, c'est clair. Mais après, il y a aussi, on va dire, un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est sûr qu'on a toujours envie d'ouvrir son propre restaurant, que ce soit en France, même en Israël. C'était quelque chose d'assez tentant. Mais après, j'avoue, je suis tombé amoureux. J'ai rencontré ma femme. C'est un jeune papa. Et oui. Voilà, que j'embrasse très fort. Comment il s'appelle? C'est une fille, un garçon? Un garçon, Elliot. Voilà. Ouais. On va en profiter peut-être pour marquer une petite pause d'1 minute pour dire simplement Shana Tova. Shana Tova. Parce qu'on a oublié de le dire. Et surtout, Yariv n'est pas venu les mains vides. Il a choisi une chanson israélienne qui va mettre la pêche. On écoute tout de suite Abraham Tal, Shavua Tov, et il nous dira pourquoi il a choisi cette chanson. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו למחול, זרענו כספנו ים וכחול, ככוכבים בלילה. יום פנה קצת אומר, אקרא לילה לי גומר, יום אשר אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה. שבוע טוב, אליהו הנביא זכרו לטוב. וואו, שבוע טוב, אליהו הנביא זכרו לטוב. וואו, שבוע טוב. צילקתך כהתבור, הלב שיעבור תעבור. Eh bien, oui, Yariv, on se retrouve avec l'émission de Déborah. C'est Yariv Berebi au micro, un chef qui a 2 restaurants et qui nous fait des magnifiques plats israéliens, qui avait choisi, enfin pas complètement, puisque c'était bien Shavuatov, mais c'était pas le même chanteur, Yariv. Pas le chanteur. Mais c'est pas grave, il est très belle aussi. Alors la prochaine fois, on choisira Abraham Tal. Peut-être si on a 2 minutes, notre technicien qui fait des miracles va pouvoir nous trouver Abraham Tal, et on finira l'émission avec ça, Shavuatov. Alors maintenant, Déborah, peut-être qu'il est temps de demander à Yariv de nous donner une recette emblématique. Emblématique. On est toujours dans le poulet. Alors oui, on est dans le poulet. J'avoue, depuis que le fait Kippour, enfin, de mes souvenirs, on avait notre poulet du Tarnegol Kaparot en hébreu. Ouais. J'ai concocté en fait une nouvelle recette que alors j'ai jamais faite. On en a la primeur ou quoi? Exactement. Alors, merci. Auditrice à vos stylos, et voilà. auditeurs aussi d'ailleurs. Parce que c'est ce que je pense préparer pour ce week-end. Alors, ça s'appelle un poulet rôti au miel de date. Mmh. D'accord, avec des graines de coriandre et
de la grenade. Donc ça regroupe un petit peu Rosh Hashanah et Kippour. Des Donc, graines de reste coriandre. dans l'esprit Moi, de je la connais fête. de la coriandre, mais les Si, graines. moi je l'ai en graines, oui, Ah oui, ouais oui, aussi. Voilà. Pas Ah oui, seulement en je vois. feuilles, oui. D'accord, ok. Voilà. Alors, pour la recette, pour à peu près 4 personnes, un poulet suffit entier. D'accord, on peut toujours demander à son boucher de le découper, c'est beaucoup plus simple. Sinon, on peut le garder entier. Alors, préalablement, on va assaisonner le poulet avec... alors, si vous n'avez pas de mélasse de date, ce qu'on appelle le silan en hébreu, vous prenez du miel et des petites dattes que vous achetez chez votre primeur. D'accord. Alors l'idée c'est de prendre 3 cuillères à soupe de miel, miel de date. Ensuite un peu de graines de coriandre, l'équivalent de 1 cuillère à soupe de graines de coriandre. Si on veut, on peut les concasser légèrement pour faire ressortir les parfums. Et à peu près une demi-grenade. D'accord. Ensuite, on va mettre un peu de sel et un peu de poivre. On va bien masser tout ça pour laisser incorporer la marinade à l'intérieur du poulet. Ensuite, on va préchauffer notre four à peu près à 200 degrés, d'accord, thermostat 7 pour ceux qui connaissent, mais je pense que maintenant on a tous les températures sur nos fours. Et ensuite, on va laisser le cuire colorer plutôt le poulet environ 15-20 minutes, d'accord, à feu très fort, donc 200 degrés, et jusqu'à qu'on obtient une belle caramélisation du poulet. Ensuite, pendant ce temps, on va prendre 500 grammes de pommes de terre, des artichauts. D'accord, on est en pleine saison des artichauts, c'est exceptionnel aujourd'hui. Donc on peut utiliser des cœurs d'artichauts surgelés si on n'a pas le temps, si on ne sait pas comment travailler l'artichaut. Et l'équivalent de 2 oignons. Je préfère les oignons blancs qui sont un peu plus doux et moins forts. Oui, effectivement. C'est fort aussi. Exactement. On sent les parfums là. Oui. Donc l'idée c'est de couper tout assez grossièrement parce que ça va cuire longtemps. Et plus longtemps on cuit les légumes, moins petit il faut les cuire sinon ça devient de la purée. Donc pendant ce temps notre poulet grille et caramélise gentiment au four. Et au bout de 15-20 minutes, quand il est bien coloré, on va baisser la température du four et on va le mettre à 160 degrés. Oui. D'accord, pour que ça baisse et que ça compote et plus ça brûle en fait. Et en même temps qu'on va baisser notre four à 160 degrés, on va rajouter toute la garniture, donc tous les légumes, la pomme de terre qui va absorber les saveurs des épices, l'artichaut qui va donner en plus de saveur et l'oignon aussi qui va aussi donner un peu de saveur. On peut rajouter de l'ail si on aime ou pas. Tout dépend. Et ensuite, on va recuire pendant 1 heure à 160 degrés. Voilà. Wow. Et on sort et c'est délicieux. Alors voilà, et l'idée c'est que si ça caramélise trop, donc ça c'est une petite astuce, ce que je fais à la maison quand ça caramélise un peu trop parce que la mélasse de date c'est quelque chose assez noir et donc ça a tendance à colorer très ça très on vite. trouve facilement ces ingrédients. Oui, arrivent dans les épiceries mélasse de orientales, date. oui, ou dans les restaurants, dans les Et si on n'a supermarchés pas, cachers. parce que moi je demande toujours, voilà, pour la cuisinière un peu, qui a pas le temps d'aller dans des trucs orientaux. Alors, miel. du voilà. miel et avec 2-3 dates, c'est très D'accord, très bien. ah voilà, tu vois, du miel Voilà, et 2-3 moi, dates. mélasse de date, si je veux faire ce poulet. Déborah, on redonne un peu les ingrédients, Oui, qu'est-ce je que crois tu quand en même, penses? parce que oui, moi je crois. Oui, Alors, parce Allez, que- on redonne. Donc un poulet pour 4 personnes, 3 cuillères à soupe de miel, 2-3 dattes si vous avez, ou mélasse de date. Voilà. 1 cuillère à soupe de graines de coriandre, du sel, du poivre, 500 grammes de pommes de terre, 4 artichauts ou 4 cœurs d'artichauts et un oignon blanc. Voilà. Donc, et après, oui, bon, voilà, on on a vu comment on caramélise caramélise avec le d'abord, miel. avec une température un peu haute. Ensuite, on baisse à 160 degrés, on le laisse confire presque Confire, tranquillement. voilà, tranquillement. Et si ça colore un peu trop, on met un papier aluminium par-dessus pour pas... Voilà. pour Et empêcher. après, on rajoute les pommes de terre, les artichauts. Voilà, Et les quand- pommes de terre crues. Cru, ouais. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut une fois au Des bout de petites, 15-20 minutes peut-être. quand ça a coloré, Oui. à ce moment-là, vous mettez quand vous baissez votre température, c'est là où vous mettez vos légumes, hein, faut pas oublier les oui, légumes. d'accord. D'accord. Ah oui, je savais pas. D'accord. Donc, Donc, tout simplement. Parce que Voilà. c'est pas Et le ça- même temps de cuisson que le Et ça poulet cuit quand même. combien de temps 1 après? heure. C'est-à-dire 20 minutes d'abord, après on rajoute les légumes et le temps qui reste. c'est Et ça après 1 heure, voilà, exactement. Et D'accord. c'est parfait après. Et le poulet entier ou Poulet on entier, coupe si en on veut. morceaux Alors si on est pressé, je veux dire, si on veut que ce soit plus rapide, on le découpe et dans ce cas peut-être on réduit de 15-20 minutes la cuisson des 1 heure, donc ça peut cuire au bout de 45 minutes sans C'est problème. pas mal. Moi j'aime bien quand c'est en part. Je sais, mais c'est moins impressionnant. Ah oui. Ouais, Oui, mais ça fait beaucoup plus joli parce qu'on le voit en entier, il a une couleur, voilà. Ouais, chacun prend
Après, c'est plus tendre. Le blanc devient un peu plus tendre. D'accord. Et ça y arrive, c'est un plat qu'on trouve chez vous dans un des restaurants? On va le faire cette semaine pour la semaine entre Rosh Hashanah et Kippour. D'accord, très bien. Alors Déborah, je crois que tu voulais donner aussi une recette. Oui, on a exactement 5 minutes. Alors c'est cette fameuse recette dont tu as parlé Yariv, qu'il avait eu et qu'il a mis maintenant à la carte de son restaurant. Allez. Bizarrement, ça s'appelle harissa. Non, c'est un gâteau aux amandes. Hein. Ah oui. C'est ça, harissa, c'est un gâteau aux amandes, et il n'y a pas que... Voilà. C'est vraiment l'Ashkénaze qui parle. Moi, je crois que c'était la sauce, la harissa. Oui, je me suis bien gardée quand je l'ai donné aux différents chefs qui l'ont mise maintenant dans leur livre et qui figure aussi sur la carte des frères Trois Gros à Roanne. Ah oui, tout le monde. Pierre Hermé l'a goûté, l'a trouvé délicieux. Bon. Alors, je me suis dit, pourquoi pas y arrive. Et donc, voilà. Moi, c'était la sauce, alors je comprenais pas tout ce foin avec l'harissa. Voilà. Donc, 4 gros œufs, 150 grammes de semoule fine, 100 grammes de farine, 330 grammes de sucre. Il est chargé en sucre. Moi, je mets 300 parce que après je diminue. 20 centilitres d'huile, 150 grammes de poudre d'amande, le jus de 2 oranges moyennes, le zeste d'une orange, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande amère, c'est ce qui va donner un petit peu ce goût-là, qui va... Ou de fleurs d'oranger, s'il n'y en a pas ou pas? Alors, on va en mettre à un autre moment. Un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé. Et puis, voilà comment on procède. C'est très, très, très simple. On va blanchir les œufs avec le sucre. On va bien les battre. On ajoute tous les liquides. On continue à battre. On ajoute tous les ingrédients à la cuillère. On arrête de battre donc. Tous les autres ingrédients secs à la cuillère, sans battre. On préchauffe le four thermostat 7, 210 degrés. On enfourne 5 minutes. On ressort le gâteau. En principe, on met ça dans un moule qui est carré ou rectangulaire. D'accord. Il ne faut pas que ce soit trop haut. Et on enfourne 5 minutes. On le ressort. À ce moment-là, on le saupoudre d'amandes concassées, on réduit le feu thermostat 6, 180 degrés, et on le laisse cuire 20 à 25 minutes, parfois plus. Il faut piquer, il faut voir. On sort le gâteau et on verse immédiatement sur ce gâteau qui est chaud un sirop froid par-dessus, que moi, je fais en prenant du sirop d'orgeat, 1/4 de sirop d'orgeat, 3/4 d'eau. Ça mélange, parce que sinon c'est très 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 sucré. Et sinon, tu cherchais l'eau de fleur d'oranger, on peut faire un sirop tout bête avec du sucre et de l'eau et remplacer l'eau par la fleur d'oranger à ce moment-là. Et quand le gâteau est froid, une fois qu'on a versé ce sirop froid sur un gâteau chaud, quand le gâteau est froid, on le saupoudre de poudre d'amande ou on alterne des bandes de poudre d'amande et de poudre de pistache. Et c'est très joli bon. Et c'est délicieux. Alors, et c'est encore meilleur quand on le fait la veille et qu'on le déguste le lendemain. Alors moi j'ai une question, il nous reste 2 minutes. Pourquoi ça s'appelle harissa alors c'était comme ça, en Tunisie, on avait décidé... Parce qu'harissa c'est la sauce piquante. Je me suis bien gardée de donner ce nom quand je l'ai donné aux 2 chefs, là, Christophe Elder dans son livre « Mes 100 recettes de gâteaux » et Christophe Adam l'a mis dans son livre « Vanille ». Et il a dit quoi? Et là, moi, je n'ai pas reconnu le gâteau en photo. Je n'ai pas reconnu du tout. Il était debout. Au lieu d'être à plat, il était debout et avec des violettes cristallisées. C'est un chef. Et ce sont des chefs. Ils ont mis leur petite touche. Et voilà. Et d'ailleurs, même quand Pierre Hermé est venu, qu'il en a goûté une petite part, il a dit, je vois ce que je peux en faire moi-même. Et on est resté là-dessus. Je n'ai pas su la suite, mais en tout cas, il avait apprécié. Et c'est un gâteau qui est très, très facile à faire, en fait. Alors, on bat, on arrête de battre, on rajoute le reste des ingrédients, et voilà. Alors, il y a des sucreries aussi chez vous, dans les restaurants, où vous misez plus sur le salé, hein? Non, il y en a toujours. Je suis quelqu'un qui est très gourmand et j'adore les sucres. Donc, très rapidement, on a du malabi chez Salatim, qui est une sorte de panna cotta israélienne, libano-israélienne. Malabi. Et ensuite, on a aussi la babka, la fameuse babka brioche au chocolat et noisettes, dans les 2 restaurants. Merci beaucoup, Yariv Berebi, d'avoir été avec nous. Déborah, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Hélène. Merci.